Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. L'anthropologie et la photographie sont des entrées idéales pour observer et mettre à distance les impératifs du voir selon les pays, les périodes et les histoires qui nous sont présentées ou dont nous héritons. Edward Sheriff Curtis, 1868-1952, était d'abord un photographe qui n'a cessé d'approcher et de documenter la vie des Indiens d'Amérique. Formé au départ comme accompagnateur d'explorations scientifiques, dont la plus marquante en 1899 près des Inuits en Alaska, Curtis va effectuer ensuite près de 120 voyages sur le territoire américain pour visiter environ 80 tribus et rapporter près de 40 000 clichés qu'il publiera dans une grande encyclopédie en 20 volumes entre 1907 et 1930. Il savait qu'une grande partie des tribus rencontrées étaient condamnées à disparaître, et c'est dans cette performance d'archivage photographique qu'il réussit à en conserver la mémoire. Ce cliché d'une famille inuite montre 3 regards différents, mais réunis, 3 signatures singulières, 3 regards capturés dans une image, que d'autres découvriront ensuite pour se souvenir de leur présence. Malgré son ampleur, le travail de Curtis n'a pas été assemblé pour constituer un tout irréprochable, réaliste. Celui-ci a pourtant été très critiqué pour sa mise en scène des corps, des postures et des accessoires de vie des populations présentées. Curtis répond simplement qu'il voulait montrer une image ample et lumineuse de la vie amérindienne, pas un ensemble de détails microscopiques. Synthétisant plusieurs démarches, l'art, la science et le reportage, le corpus de Curtis sera occulté jusqu'au début des années 1970, où les premières expositions lui sont consacrées aux États-Unis, notamment à New York et à Philadelphie en 1971. Lorsque Gerda Wegner réalise ce tableau, Les femmes fatales, en 1933, son époux, le peintre danois Einar Wegner, est décédé depuis moins de 2 ans. Einar fut une des premières personnes à bénéficier d'une opération chirurgicale de réattribution sexuelle, ce qui lui a permis de changer de nom pour devenir Lili Hills Elvenes, d'abord présentée comme la sœur d'Einar, avant d'officialiser sa transition sous le nom de Lili Elbe, pseudonyme donné par la journaliste et critique d'art Louise Lassen. Tandis que Lili se consacra à la peinture de paysages, Gerda Wegner fut très vite reconnue comme illustratrice de mode et de revues. C'est ainsi dans le cadre d'une commande qu'elle commença à faire poser Einar comme modèle, et que celui-ci put d'abord se travestir en femme, avant de profiter des voyages du couple pour s'identifier pleinement au genre féminin et souhaiter transitionner de personnes transgenres à transsexuelles. Sur la toile des femmes fatales, Gerda Wegner se souvient de Lili, en la représentant à droite, en bas du tableau, célébrant ainsi la mémoire que l'artiste a laissée à la fois dans sa vie privée, mais aussi dans son engagement public à se faire reconnaître comme transsexuelle. Lili Elvenes reçut d'ailleurs un passeport danois à son nom et ses mémoires furent publiées en 1933, donnant lieu en 2015 à un biopic filmé par Ton Hopper, The Danish Girl. Arrêtant de peindre après sa transition, qui lui aura aussi coûté la vie après le rejet d'une greffe de l'utérus en 1931, Lili Elbe souhaitait se marier avec le marchand d'art français Claude Lejeune. Gerda Wegner utilisa la peinture pour faire revivre le regard de Lili et son énergie vitale, politique, à une époque où le besoin de s'affranchir du binarisme et du genre pouvait commencer à s'exprimer dans la pratique artistique, comme le montre notamment le travail du binôme Claude Cahun et Marcel Mort
en France, avec le livre de photomontage Aveux non avenus, publié en 1930. L'école d'art de Vitebsk, aujourd'hui en Biélorussie, a été fondée par le peintre Marc Chagall en 1918 avec l'envie d'en faire un laboratoire critique et révolutionnaire pour penser l'après 1917. L'illustrateur Lazar Lissitsky, dit L. Lissitsky, 1890-1941, exilé en Allemagne pour ses études, rejoint l'école en 1919 comme enseignant d'architecture et de graphisme, après avoir été interdit d'entrer à l'école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg à cause de sa judéité en 1912. C'est par l'illustration de contes yiddish qu'il réapprend le plaisir de travailler, et c'est via la dynamique révolutionnaire qu'il se décidera de rentrer en Russie. L. Lissitsky amène dans ses bagages Casimir Malevitch, qui devient enseignant lui aussi, poussant Chagall, qui ne goûtait que très peu au style abstrait des deux amis, à démissionner. Sans Chagall, l'école ne tient pas très longtemps, et chacun reprend sa route. L. Lissitsky tentant de former des étudiants au futurisme, qu'il admire par-dessus tout. Toujours happé par de nouvelles rencontres, il se retrouvera ensuite à Berlin, avec Theo van Doesburg, pour donner du corps au constructivisme. Ce mouvement censé se placer entre l'espace artistique et celui de la vie quotidienne, sur la forme du design à venir. Inlassable chercheur typographique de la collision entre les lettres et les couleurs, les mots sont désormais vus et non pas lus, adepte des photomontages, il retourne en Russie à la fin des années 1920 pour lentement abandonner son statut d'inventeur et s'adonner à un art de la propagande au service du régime stalinien.